Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous quotidien emploi RH de Bismart. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous connaissez nos rubriques. Dans le cercle RH, on s'intéressera au mot télétravail. Il est sur toutes les lèvres. Est-ce une révolution pour les salariés ? Pour les chefs d'entreprise, on va bien sûr en parler avec mes invités dans quelques instants. Working Progress, bien entendu, à la rencontre d'entreprises et d'une start-up. Direction Génération Y, on va tout vous expliquer. Vous savez, c'est des jeunes nés entre 80 et 2000 qui adorent Internet et on va en parler dans quelques instants. Et puis, bien dans son job, l'environnement RH avec des RH. Aujourd'hui, un coach qui s'intéresse aux chefs d'entreprise, mais pas seulement, aux managers aussi, qui sont un peu perdus parfois, parce que, évidemment, la crise risque d'être très forte. Mais d'abord, un point sur l'information. Le JT, c'est avec Victoire Sicora. Bonjour Arnaud. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux afin de leur présenter les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise. Alors que l'UNEDIC anticipe la destruction de 900 000 emplois en 2020, les orientations du gouvernement sont très attendues et notamment le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée. Attendu également le nouveau mécanisme d'activité réduite pour le maintien en emploi censé entrer en vigueur le 1er juillet. L'enjeu principal est d'éviter des licenciements massifs dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais ayant tout de même les épaules pour pérenniser leur activité. Autre point clé, la réforme de l'assurance chômage. Alors que le taux de chômage pourrait dépasser les 10% cette année, les syndicats aimeraient assister à l'abandon de cette réforme décidée en période de croissance et de plein emploi. Les chambres de métiers et de l'artisanat lancent une grande campagne pour inciter les jeunes à s'orienter vers l'apprentissage sous le slogan « Déconfine ton avenir ». Le confinement a privé la plupart des centres de formation des apprentis de leur journée portes ouvertes du printemps. Le réseau a donc décidé d'organiser l'événement sous un format virtuel. Il suffira aux internautes de se rendre sur le portail des chambres de métiers www.artisanat.fr et ils auront accès aux 112 CFA qui préparent à 600 diplômes. Une carte interactive leur permettra également d'axer leurs recherches sur une zone géographique et ils pourront bien sûr échanger via des chats avec les 5000 formateurs du réseau. L'année dernière, avec 491 000 apprentis, l'apprentissage enregistrait pour la première fois de son histoire une croissance à 2 chiffres en hausse de 16% par rapport à 2018. 400 pilotes vont quitter Air France. Air France vient en effet d'obtenir le feu vert du syndicat majoritaire SNPL au départ volontaire de 403 pilotes très précisément. Le SNPL va signer un accord de rupture conventionnelle collective organisant le départ de ces pilotes d'ici fin 2020 au plus tard. Cela représente 10% des effectifs de pilotes. Les pilotes qui accepteront de partir verront leur indemnité de fin de carrière bonifiée de 4 à 5 mois de salaire. Ces départs volontaires s'adressent bien sûr principalement aux pilotes ayant des projets de reconversion ou ayant plus de 60 ans. Pour le reste du personnel, il faudra patienter jusqu'au 3 juillet pour connaître le nombre de suppressions de postes envisagées par la direction. Marlène Schiappa s'est engagée hier devant l'Assemblée nationale à allonger la durée du congé paternité. Actuellement, 7 pères sur 10 prennent leur congé paternité, de 11 jours consécutifs pour une naissance simple et de 18 jours pour une naissance multiple. Marlène Schiappa répond ainsi favorablement à une demande portée par les associations féministes depuis de longues années, également portée par de plus en plus d'hommes. Le week-end dernier, à l'occasion de la fête des pères, plusieurs membres du gouvernement s'étaient dit favorables à une inscription dans la loi de cet allongement du congé paternité, évoquant même la durée de 1 mois. Merci Victoire pour ces informations. Retour dans Smart Job, le rendez-vous emploi quotidien de Bismart. Bien dans son job, vous connaissez notre rubrique, c'est l'environnement RH. Alors à la fois des RH qui prennent la parole sur ce plateau, mais aussi tous ceux qui gravitent dans l'environnement. J'ai sur ce plateau avec moi Bruno Wiersbicki. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes coach, on va en parler dans quelques instants, mais je voulais quand même brosser un rapide portrait de votre parcours qui est incroyable. Pilote de chasse dans l'armée, pilote combattant, Mirage 2000, donc c'est quand même un métier extrêmement compliqué. Puis ensuite, vous avez évolué au cours de votre carrière en restant au sein du ministère de la Défense au RH, le reclassement de tous les aviateurs. Et puis ensuite, vous avez quitté la Défense pour le privé et le parapublic, l'INRIA et le conseil départemental, les conseils généraux. Vous avez une vue assez panoramique. D'abord, un mot, parce que là, je me tourne vers le coach. En quoi le fait d'avoir été pilote de chasse, avoir vécu des sensations à Mach 2, vous aide lorsque vous coachez un manager, un chef d'entreprise ? Je crois que ce qui est important dans l'armée de l'air et qui n'est pas toujours présent dans les entreprises, c'est que tout le monde soit réuni autour de la mission. On dit dans l'armée de l'air que c'est la mission qui réunit et qui commande. Ça veut dire que les jeux de pouvoir sont moins importants. On a plus le sentiment de
une participation à quelque chose de plus grand que nous. Et ça, on l'a vu avec le confinement. Dans l'armée de l'air, tout le monde se sent utile, tout le monde participe à la mission. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, absolument. C'est une chaîne. C'est une chaîne, et oui, c'est ça. Et les espaces sont un petit peu différents. Et ce qui est intéressant, par exemple, avec ce confinement, on a vu couper le monde en deux entre les utiles et ceux qui étaient moins utiles. Les premières lignes et ceux qui étaient chez eux. Voilà. Et en quoi le fait de piloter un avion à des vitesses vertigineuses vous aide parfois lorsqu'un manager vous dit « Moi, je suis dans une situation intenable, je ne sais plus quoi faire, et donc finalement, je ne vais rien faire ». Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Quand on pilote, ne rien faire, c'est dangereux quand même. Quand on pilote, ne rien faire, c'est accepter de rester comme on est. Et donc, du coup, on ne peut pas attendre, puisque sinon, ça veut dire qu'on risque de rentrer dans une mauvaise météo, on risque d'avoir un accident, on risque de mourir. On dit dans l'armée de l'air qu'il vaut mieux prendre des petites décisions plutôt que de chercher des excellentes décisions. Et quelquefois, c'est ce que je conseille moi aux managers, c'est de prendre une décision, de voir si elle lui convient, qu'est-ce qu'elle lui amène en positif, qu'est-ce qu'elle lui emmène en négatif, et puis après, si besoin, prendre une autre décision, et puis aller comme ça de décision en décision. La décision, ça met dans l'action, et l'action, on diminue le stress dans l'action. Qu'est-ce que vous leur dites à ces managers ? Parce que vous avez des chefs d'entreprise, bien sûr, vous avez été des RH, mais vous avez aussi des managers. D'abord, qu'est-ce qu'ils vous demandent lorsqu'ils font appel à un coach ? Qu'est-ce qu'ils veulent comme aide ? Je crois que la demande la plus présente, c'est comment entrer en relation avec les autres. C'est quand même... Comment on parle avec un collaborateur ? Oui, comment on parle avec un collaborateur, comment on se comprend, comment on communique, comment la relation, comment la présence se fait. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est souvent le travail entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ouais, c'est fondamental. C'est fondamental. Et souvent, les gens essayent de changer ce qui ne dépend pas d'eux, et on ne peut pas le faire par essence, quoi. Du coup, on s'épuise, et puis on ne s'en sort pas. Et voilà, du coup, centrer sur ce qui dépend de soi, et puis travailler avec les autres, collaborer, coopérer, donner de la valeur aux gens. Discuter, les comprendre. Les valoriser. Les valoriser. En fait, vous me dites qu'un des nœuds d'angoisse des managers, peut-être même de certains chez l'entreprise, c'est tout simplement ce qui semble être une évidence, c'est un peu comme marcher, c'est je n'arrive pas à entrer en contact, à me faire comprendre, à agir, à construire. C'est plutôt... ne pas se faire comprendre, c'est plutôt deux mondes il n'y a pas de pont entre deux mondes. Et la communication, quelquefois, elle met un pont entre deux mondes, qui permet en fait d'échanger, de comprendre la vision de l'autre, quoi. Et tout le monde n'a pas les mêmes informations. Du coup, le chef d'entreprise, avec sa vision, quand quelquefois il dit des choses en faisant des raccourcis, son collaborateur n'est pas forcément obligé d'avoir toutes ces choses en tête et de comprendre ce qui est dit. Receveur-récepteur, celui qui envoie l'information et celui qui la reçoit, et parfois il y a évidemment une distorsion. Absolument. Comment vous vous y prenez ? J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi, vous aviez des petites méthodes, alors je ne sais pas si vous le faisiez quand vous étiez en train de piloter au-delà de 1000 km/h, mais la sophrologie, l'hypnose, toutes les méthodes sont utiles pour aider, à accompagner ? Oui, il y a beaucoup d'outils, on dit. Du coup, moi, je fais de la programmation neurolinguistique, je fais de l'hypnose, je fais de la systémique, je fais des constellations familiales. La PNL, c'est l'idée de se fixer dans le cerveau un message positif ? La PNL, c'est plutôt l'idée de prendre du recul sur l'expérience qu'on vit. Si jamais on devait raconter à quelqu'un... Vous allez le faire, forcément, vous-même. Voilà, que je vais faire, et peut-être que vous allez le faire aussi. Forcément. Je ne sais, c'est pas sûr qu'on ait la même expérience, parce qu'on l'a modélisé, on a oublié des choses. Et la PNL, c'est ça, c'est transformer une expérience en quelque chose qui est dans le cerveau. Du coup, quelquefois, quand c'est engrammé dans le cerveau, on peut le changer, et si jamais ça ne nous convient pas. L'idée de communiquer, donc ça, vos clients, vous les accompagnez à trouver les bons mots, la confiance. Ça passe aussi beaucoup par la prise de parole en public chez les managers. Ils doivent s'exprimer. Donc, ils ont à la fois, ils reçoivent une information du dirigeant, puis ensuite, ils doivent la faire appliquer. Là aussi, c'est compliqué pour le manager de faire redescendre l'information. D'avoir l'autorité, je parle à un militaire, un ancien militaire. L'autorité, absolument. Mais ce qui est difficile aussi, je trouve, c'est de prendre sa part d'autorité, sa part dans la chaîne. Et si le manager
décline ce qu'il dit en disant voilà, le patron a dit ça et moi je suis juste une boîte aux lettres. Il sert à rien. Enfin, en tout cas, il n'est pas légitime. Donc lui, vous le réarmez pour trouver les mots et la confiance. Absolument. Combien de temps ça dure pour remettre quelqu'un sur les rails? En quelques mots? Une dizaine de séances, on fait de l'excellent travail. Une dizaine de séances, une séance tous les 15 jours, vous voyez. Et ça veut dire que vous recevez la personne en dehors de son lieu de travail, oui. de manière à ce que vous le déraciniez. C'est exactement ça. C'est ça, c'est important, cette notion de déracinement. C'est important déracinement. de sortir du cadre pour remettre en question justement la façon de voir le cadre, la façon de comprendre, la façon regarder en biais. De regarder en biais, d'ouvrir d'autres fenêtres. C'est passionnant. Et le DRH, pour conclure, parce que vous avez l'expérience du militaire, on a compris la mission avant tout, et le DRH, il apporte quoi là? Son expérience aussi? Le DRH, il apporte ce souci des autres, et puis de comprendre que finalement, c'est pas toujours simple de lier business, résultat avec l'humain. Avec l'humain. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on pense, mais je pense que c'est possible. Et c'est possible puisque c'est votre mission. Oui. Merci Bruno Wierzbicki. J'aurais bien aimé faire un tour de Mirage 2000, mais ça sera pour une autre fois. Vous êtes coach. Vous y tenez beaucoup, pas uniquement auprès des chefs d'entreprise, mais auprès des managers, c'est-à-dire ces cadres intermédiaires qui sont eux-mêmes sous pression. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est notre rubrique Working Progress. Vous connaissez le rendez-vous à la rencontre d'un chef d'entreprise et de start-up. C'est tout de suite. Working Progress, c'est tout de suite, comme chaque jour, avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. Comment ça va? Très bien. On va parler de la génération Y. Vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. Je ne vais pas vous demander entre quelle date et quelle date vous êtes né, mais en tout cas, on va en parler avec votre invité. J'ai l'impression que je suis un peu entre deux générations, étant né en 85. J'ose pas vous le demander, donc je vous laisse... Voilà, donc au moins c'est dit. Et la question c'est d'ailleurs, est-ce qu'elles existent vraiment? En ce moment, on parle beaucoup des jeunes, et notamment en fait, de leur place dans l'emploi avec la crise. Et donc on voulait se poser la question ce matin, notamment avec Vincent Recobert. Est-ce que ce sujet de génération existe vraiment? Est-ce qu'il a du sens pour les entreprises aussi? Merci Vincent, vous êtes journaliste, vous avez écrit un livre qui s'appelle Millennial Burnout. Et vous êtes vraiment le spécialiste de ces sujets de génération. Vous les avez beaucoup détaillés dans le livre. Et la première question, c'était est-ce que ces générations existent vraiment? Ou est-ce que ce n'est pas une invention marketing? C'est ça, oui. Alors, elles existent en termes de représentation et en termes, on va dire, de levier d'action. Parce que c'est oui, comme vous dites, en fait, une création médiatico-marketing, on va dire. Parce que la première fois qu'en fait, le terme de génération Y... Ensuite, il a été supplanté par le terme de millénial, mais en fait, on parle de la même cohorte. C'est la cohorte qui est née entre 1980 et 2000, en fait, normalement. Moi, je suis déjà très vieux. Je connais Génération Y. Je vous le dis, Vincent, mais millénial, j'ai dû aller voir Wikipédia. Je l'avoue. C'est ça. C'est un mot. C'est sur l'américanisation aussi d'un petit peu tout. C'est le mot américain, en fait, qui a supplanté. Parce que Génération Y, c'était donc dans un magazine de marketing qui s'appelle Advertising Edge. Et on est en 1993, et donc les plus vieux de cette génération-là ont donc 13 ans. Et déjà, en fait, dans ce magazine-là, on est en train de dresser une sorte de portrait type, en fait, d'un nouveau consommateur. Il y aurait une sorte de rupture anthropologique, il serait conscientisé, il sait exactement ce qu'il doit acheter, il est aussi très, très éthique, très joyeux. Et on voyait bien déjà qu'à l'époque, c'était surtout une manière, en fait, de créer une sorte de nouvelle ère un peu stimulante, l'idée de pouvoir créer des nouveaux services, d'avoir créé des nouvelles offres. Et ce qu'on a pu observer ensuite, c'est au début des années 2000, en fait, c'est l'introduction de ce concept de génération-là, génération Y et de millénial, dans le management, dans le recrutement, dans l'entreprise, avec tout un ensemble en fait, de caractéristiques qui d'un seul coup définissaient ces nouveaux travailleurs, qui donc, je le rappelle, avaient entre 20 et 25 ans. On peut le dire, Vincent, pour ceux qui ne connaissaient pas millénial, c'est que globalement, ce sont des jeunes, très connectés, très geeks, plus le téléphone collé à l'oreille et devant les yeux qu'un livre de Shakespeare. Donc, c'est ça, oui, je suis un peu l'ancien là. En fait, les milléniaux, normalement, c'est 1980-2000, et ensuite, après, c'est la génération Z, qui, de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, on essaye, c'est bien ça aussi pour ça, pour montrer que c'est une notion très floue, c'est que les dates, pour les définir, ne font que de changer. On a plein d'exemples différents. Et donc, en fait, voilà, il y avait un ensemble de caractéristiques, en fait, pour ce nouveau travailleur. Il mordait la main qu'on le nourrit, il était instable, il était gavé de numérique, il voulait de l'argent tout de suite. Enfant gâté un peu. Enfant gâté, et puis avec un côté fluide en même temps, et qui dessinait le monde de demain, on va dire. Et ensuite, on s'est rendu compte, à travers différentes études sociologiques sur le long terme, en fait, que toutes ces caractéristiques-là n'étaient pas déjà des caractéristiques propres aux générations et aux jeunes
tant est qu'elles existaient. Et quand elles existaient, c'était toujours une minorité surdiplômée, C'est ça. surinsérée. Et donc, ça traversait, on va dire, des gens de 18 jusqu'à 60 ans, qui étaient les mieux insérés et les plus cultivés. Et après, on peut se poser la question, pourquoi ça a été, quelque part, quel a été ce récit-là, en fait? Pourquoi ce Ce récit-là? sont les grandes entreprises, quoi, des GAFA, qui se sont dit, tiens, on va fabriquer un storytelling. Pas que, ça s'est aussi fait par les entreprises en France, pas que des GAFA, hein, par les grands groupes, et qui en fait ont un peu, il y a eu une nouvelle politique aussi au début des années 2000, c'était qu'on misait moins sur la gestion des carrières, on était un temps beaucoup plus parcellisé, on est en un recours aux prestataires externes aussi beaucoup plus important, la numérisation d'un petit peu tout, et quand on voit tous ces changements-là, on voit que ça correspond en fait aux grands traits de caractéristiques en fait qu'on donnait à ces individus. Par exemple, le fait de plus miser sur la gestion des carrières allait très bien avec le fait qu'ils étaient de toutes les manières infidèles. Le fait de tout numériser, en fait, allait très bien avec le fait que c'était des petits génies de l'informatique. Mais encore une fois, le fait d'être né en fait de telle à telle période en fait ne crée pas en fait une sorte de caractéristique sociologique. De déterminisme, en fait, Voilà. c'est une forme de déterminisme C'est ça, social. et puis- D'ailleurs, c'est ce que vous dites bien dans votre livre, parce que vous expliquez que c'était un sujet marketing, c'est devenu aussi une obsession des DRH. Et ce que vous dites d'ailleurs, je vous cite, hein, en matière de travail, il n'existe pas fondamentalement de fracture entre les X, les Y, les baby-boomers. Bon, je suis rassuré. On est rassuré. Et surtout qu'en fait, on est dans une période où on n'a jamais été aussi proche, quel que soit l'âge, dans nos habitudes de travail, de consommation. Donc, elle vient d'où un peu cette obsession? Est-ce que c'est aussi un moyen de se rassurer sur certaines pratiques? C'est une manière en fait de donner un peu un visage humain à certaines pratiques économiques en fait et de créer un storytelling humain et valorisant et qui donne envie d'entrer dans l'action. C'est beaucoup plus facile de dire que tous les changements qu'on est en train de faire dans l'entreprise en fait correspondent quelque part aux attentes d'une nouvelle catégorie de travailleurs en gestation ou qui arrivent sur le marché, plutôt que de dire en fait qu'on veut tout simplement faire des économies d'échelle ou qu'on veut quelque part avoir une nouvelle organisation économique en fait. Et là aussi où c'est intéressant, c'est que ça va aussi beaucoup. On peut surtout le voir en fait pendant les périodes un peu de basculement civilisationnel, on va dire, en allant très grand. Dans les années 60-70, quand on entre dans le monde qu'on a appelé le monde post-industriel, en fait, et aujourd'hui, quand on arrive un peu dans le monde post-moderne, en fait, on voit qu'à chaque fois, la jeunesse, comme figure fantasmatique, comme on va dire, comme gros élément de fantasme, en fait, sert pour nous, pour la société, en fait, à lui plaquer un peu tous nos fantasmes, en fait, de ce que va être demain, tout en lui, je vais utiliser un mot un petit peu cool, en lui outsourçant finalement toutes les responsabilités civilisationnelles du monde de demain et les grands défis, en fait. Et aujourd'hui, on le fait moins avec les entreprises, mais on le fait avec l'écologie, avec les jeunes, par exemple. Je voulais vous dire, on le voit avec les marches climat, ce sont des jeunes, Greta Thunberg, par exemple, 16 ans, qui portent comme ça un mouvement mondial. Il se passe quelque chose. Je ne veux pas démonter votre théorie, mais en même temps, comme dirait l'autre, il se passe quelque chose dans cette génération. Il y a une partie de la jeunesse, il y a aussi la partie de la jeunesse la plus cultivée, la plus insérée et quelque part la mieux dans sa peau, en fait, qui oui, est intéressée par le climat, s'inquiète pour le climat, mais des pratiques, on va dire, éco-responsables sont plus visibles chez les baby-boomers, paradoxalement, qui font plus de recyclage, qui font plus attention à leur consommation aujourd'hui. Mais en fait, c'est important de faire incarner ça par la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est demain. Et si on dit qu'en fait, la jeunesse d'aujourd'hui, en fait, n'est pas écolo, alors que ça correspond à une petite pratique, je vais citer simplement un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, les plus grands consommateurs de viande en France sont les 18-25 ans. Ça s'articule assez mal avec cette conscience écologique. Donc il y a ce qu'on donne en images fois, médias, et puis il y a ce que vous dites, vous, avec des chiffres assez concrets qui viennent totalement distordre cette vision. Donc excusez-moi de vous poser la question, ça va peut-être me rassurer définitivement, il n'y a pas de génération Y. Il y a une petite minorité aussi, parce qu'à force aussi de créer des récits en fait, qui structurent des représentations, à force de les répéter, parce que le consulting générationnel, c'est un vrai secteur. Les livres sur le Les gens recrutement et le commencent à être management... comme ils sont censés être. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a l'ordre de la prophétie autorisatrice. Et si on fait que de vous dire en fait que vous êtes fluide, que vous êtes le meilleur, que vous êtes ultra connecté, que vous avez des opportunités partout, quand le marché est dans votre faveur, pour une petite minorité d'entre eux, bah oui, il peut avoir une sorte de, on va dire, de rapport de force en leur faveur qui se passe. Mais c'est oublier qu'une génération, c'est un ensemble de classes sociales et qu'il y a pas tout à fait la moitié des jeunes d'une cohorte en fait qui aujourd'hui sont un bac+2. Donc on est encore très loin de cette image donc fantasmatique. C'est une génération Y à deux vitesses. Et d'ailleurs, on voit que ça entraîne certaines dérives. Vous en parlez aussi dans votre livre. Par exemple, ce culte du jeunisme en entreprise. Une stat que vous partagez que je trouvais très, très importante et d'ailleurs qui pose un peu la question de nous en France, comment on traite ce sujet, c'est que vous dites qu'en France, après 45 ans, en entreprise, on est vieux. C'est ça. Alors que dans d'autres pays comme la Suède ou le Japon,
cette date. On est senior à 45 ans. C'est que parfois certains appellent de péremption, ce qui est quand même assez dramatique. On voit que dans ces pays, c'est plutôt 65 ans. C'est Donc, ça. qu'est-ce qui fait que il y a une si grande différence, parce que 20 ans, c'est extrêmement important. Surtout que c'est très paradoxal, c'est qu'on est quasiment un junior jusqu'à 35 et un senior à 45. En fait, on a une sorte de petite marge de manœuvre de 10 ans pour être quelque part le meilleur de travailleur. Concernant, c'est maintenant. Il ne faut pas que je rate le C'est créneau. ça. Je suis passé là, ça y est, je suis trop tard. Et on remarque que c'est dans les pays aussi où on est le plus sensible en fait à ce culte de la jeunesse et à ce jeunisme. En fait, la France, c'est quand même mai 68. On mise sur les jeunes et on représente les jeunes de manière très intense, de manière très fantasmatique. Les jeunes, c'est synonyme de changement, de bouleversement, de progressisme. Et alors, pareil, ils n'ont pas tout le temps des valeurs progressistes, loin s'en faut. Et d'autres pays valorisent plus leurs anciens, je pense. Au Japon, on en a Et voilà, parlé, mais... où il y a certains pays où, en fait, du moins, même le lien intergénérationnel est mieux compris. Et comment, selon vous, alors, on pourrait peut-être aider l'entreprise à se décoller un peu de ce fantasme, et c'est d'autant plus important, je trouve, aujourd'hui. À un moment donné, il y a aussi Vincent. le principe de réalité qui va se mettre en place, et aussi comprendre qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on embauche quelqu'un qui est jeune que d'un seul coup, il va être très bon, il va être opérationnel, il n'a pas besoin finalement d'expérience. Il y avait eu l'expérience que François Hollande avait fait avec le contrat génération, mais il a été excessivement mal appliqué. Il y avait quand même cette idée-là, finalement, de mettre un travailleur jeune et un travailleur expérimenté en contact pour comprendre en fait que, évidemment, la communication devait se faire aussi par ce biais-là, et que les uns et les autres avaient des choses à s'apprendre et devaient travailler main dans la main. Mais le dispositif était lourd, était compliqué, n'a pas été compris par les entreprises, a été plutôt mal fait. Mais je pense qu'il y avait plutôt une bonne volonté, en fait, quelque chose qui n'était pas complètement idiot dans cette initiative-là. Passionnant, Vincent Cogobert. Je rappelle votre livre Millénial. Millénial, c'est pas Millennium, hein, Millénial. Bien sûr, Burnout, et c'est chez Arquet. C'était passionnant, je suis rassuré. Moi, j'appartiens à la génération X, mais voilà. Je vous ai rassuré. Vous m'avez rassuré, en tout cas tordu le cou à certaines images. Merci à vous, Vincent. Et tout de suite, travaillez demain, notre prochaine rubrique de Working Progress. Travaillez demain dans Working Progress. Vous connaissez notre rubrique, une start-up à la découverte d'une start-up avec Jérémy Cléda, cofondateur de Welcome to the Jungle. Jérémy, avec qui êtes-vous venu aujourd'hui ? On parlait des jeunes juste avant. Ah oui. On sait maintenant qu'il n'y a plus de génération, mais il y a quand même des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et il faut s'en occuper, en particulier en ce moment où c'est extrêmement difficile de trouver un premier emploi. Et donc c'était l'occasion d'en parler avec Paul Casarino, qui a créé C-Cube. C-Cube, c'est une plateforme de forum virtuel de recrutement. Je pense que vous avez compris ce qui nous arrivait il y a quelques années. En tout cas, tout était prêt pour aujourd'hui. Donc le but, c'est de créer ce premier contact, en fait, d'aider des jeunes à trouver un stage, une alternance, un premier emploi. Et ce, pas forcément... En fait, pendant ces forums de recrutement physique qu'on connaît tous et qui ne sont pas forcément efficaces, mais de faire tout en ligne. Alors, comment est venue cette idée ? Parce que c'est une idée qui n'est pas venue juste là avec le confinement, c'est une idée qui date. Ouais, bonjour messieurs. En effet, nous, ça fait 7 ans qu'on organise des forums virtuels de recrutement. En fait, avant même le confinement, qui a été un peu sans précédent en termes d'expérience individuelle collective, il y a 2 tendances qui sont très fortes sur le marché du recrutement et des jeunes. C'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, entre le moment où ils rentrent à l'école et le moment où ils en sortent, qui ne sont pas physiquement au même endroit au même moment. Et historiquement, les entreprises, dans la façon dont elles créent ce premier contact, elles ont l'habitude, et elles continuent à le faire, à aller sur les différents campus un peu partout en France, avec ce qu'on appelle des équipes de relations écoles, de campus management. Et donc, nous, on a essayé de créer un nouveau format pour permettre aux jeunes qui ne sont pas forcément physiquement, lorsqu'ils sont en recherche de leur stage, de leur alternance, de leur premier emploi, de pouvoir facilement avoir cet échange avec les entreprises, et de permettre surtout aussi aux entreprises qui n'ont pas les ressources humaines, financières, pour aller chercher, pour aller partout, de le faire. Et aussi, par rapport aux entreprises, un point qui me paraît important, c'est que vu qu'elles ont des contraintes, elles choisissent les établissements dans lesquels elles vont. Et donc forcément, ça limite le champ des possibles, des typologies de candidats qu'elles rencontrent. Donc l'intérêt, vous ouvrez très largement. Il y a un sujet de diversité, parce que clairement, la contrainte physique, c'est un frein pour la boîte, mais aussi pour les étudiants, quoi. Complètement. Nous, un des paris qu'on fait, c'est que en fait, notre vision, c'est de créer de la rencontre. On est persuadé, quand on est jeune, c'est quand on rencontre un professionnel qu'on peut se projeter dans un métier, dans un environnement. Qui va lui donner envie. Qui va lui donner envie, bien sûr. Exactement. Et que cette rencontre, quand elle est toujours en présentiel, elle coûte de la mobilisation, du temps, etc. Et donc, ça permet en effet plus de diversité, parce que ça permet aux entreprises de tester des formats, de faire plus de rencontres à moindre coût, tout simplement. Et vos clients, donc, ce sont des entreprises qui vous sollicitent, qui disent C-Cube, nous, on cherche tel profil, à vous de jouer.
Et ensuite, vous allez ouvrir parce que le numérique, on le voit depuis le début de Bismart, voilà, percute de plein fouet le recrutement, le télétravail, on va en parler. Et ensuite, vous ouvrez un robinet, comment ça se passe? En fait, on a 3 parties prenantes. On a les jeunes, les étudiants, jeunes diplômés, on a les entreprises, puis on a les écoles et universités, qui est un acteur assez central dans notre stratégie. Et en fait, on va organiser des événements sur lesquels il y aura à chaque fois les 2 parties prenantes, candidats et entreprises. Rendez-vous, telle heure? Exactement, tel jour plutôt. Tel jour. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Et des rencontres en individuel, sous un format d'entretien, en one-to-one, comme on pourrait faire là. Et des formats à plusieurs, pour qu'il puisse aussi avoir une dimension plus informelle de rencontre entre plusieurs candidats ensemble avec 1 ou 2 opérationnels et recruteurs. Voilà. Et justement, les écoles, c'est un peu un élément clé du dispositif. Là, vous me disiez juste avant que en 2 mois, vous avez fait autant d'événements dans cette période que l'année dernière, quoi. Donc le besoin, il est fantastique. Est-ce que les écoles, avec tout ce qui se passe, elles sont amenées un peu à revoir comment travailler l'employabilité de leurs étudiants quand ils sortent des écoles, comment travailler cette relation à l'entreprise? Complètement. Je pense que comme beaucoup de marchés, les 3 mois qu'on a vécu ont accéléré drastiquement la transition digitale de beaucoup d'écoles. Au départ par le contenu, par la formation. Et puis, en fait, on est rentré, nous, dans une phase de campagne d'alternance, où pour beaucoup... C'est un sujet. Énorme sujet pour beaucoup d'écoles et d'universités, avec en plus une taxe d'apprentissage qui a été réformée, donc un gros sujet là-dessus. Donc on a fait, nous, en 3 mois, 80 événements sur principalement l'alternance. C'est énorme. Oui, ça s'est accéléré là. Ça s'est accéléré, et on rentre dans une phase de 2e semestre où les 2 sujets qui vont être très forts, ça va être le CDI, oui. Parce qu'il y a toute la promo sortante qui va sortir un petit peu en décalé cette année, mais qu'il va falloir aider dans l'insertion. Et il y aura les stagiaires de fin d'études qui vont, eux, rentrer sur le marché en 2021. Voilà. Donc on est vraiment, oui, les écoles, on bosse énormément avec elles, et en fait, elles sont obligées d'accélérer digitalement. Certaines l'avaient déjà fait, et d'autres prennent L'été le train. sera chaud pour C-Cube. Les étudiants, en 10 secondes, ils ont moins peur devant leur écran parce que le physique, c'est toujours compliqué quand on est devant un recruteur, un adulte. Comment ça se passe? Ils ont moins peur quand ils ouvrent l'ordi? Ils ont tout aussi peur, et je dirais que la période fait que c'est aussi compliqué. Ce qui est très dur pour les candidats aujourd'hui, c'est qu'ils doivent attendre des semaines et des semaines parce que les entreprises ont du mal à prendre des décisions de recrutement. Donc le message côté candidat, c'est cette année, c'est... Soyez patient. Merci à vous, Paul Casarino, CEO de C-Cube. On parle beaucoup de numérique depuis quelques jours. Merci à Jérémy Cléda. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures de Working Progress. Place à notre cercle RH. Vous connaissez le rendez-vous, c'est notre débat. Et on va parler télétravail. Bah oui, on en parle quasiment tous les jours. Et on va s'y intéresser parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'aimaient pas le télétravail et puis qui vont s'y mettre. On en parle. Voilà, après cette courte pause, place à notre cercle RH, notre débat. On parle de télétravail. C'est le mot le plus utilisé. Il faut aller sur Internet, sur Twitter. Tout le monde parle de télétravail. Les chefs d'entreprise, les institutions, évidemment, et puis les salariés et les cadres. On en parle parce que c'est vrai que les choses se sont accélérées. Il y avait déjà du télétravail avant Covid, ça se pratiquait. Mais là, les choses, évidemment, se sont amplifiées. On verra pas mal d'études et de sondages où les collaborateurs plébiscitent plutôt le télétravail. Ça suscite beaucoup de questions. Est-ce que c'est la révolution, ce télétravail, ou est-ce que c'est un effet de mode, effet passager conjoncturel? On va tenter de répondre à cette question. Lise Ferré, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH de Cadre Emploi. Tout le monde connaît Cadre Emploi, des offres d'emploi, les dernières études assez détonnantes sur ces cadres à plus de 70% qui veulent partir au vert, à Angoulême, jusqu'à Poitiers, jusqu'à Tours. Donc, on va en parler avec vous. Puis, Cadre Emploi, c'est aussi une entreprise, c'est 200 collaborateurs. Et la DRH que vous êtes, elle aussi, j'imagine, réfléchit à de nouveaux modes d'organisation au sein de son entreprise. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Devavrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Witifit, qui est justement une plateforme qui mesure, qui accompagne les changements. Alors évidemment, le télétravail, c'est un sujet qui vous a intéressé. On commentera ce sondage IFOP que vous avez fait avec Siassi Saint-Honoré, avec beaucoup de choses positives et de l'optimisme, parce qu'il y a une volonté de faire du télétravail. Et on y reviendra, une petite anxiété d'ailleurs à revenir au travail, parce que certains collaborateurs se disent « oh là là ». Et puis avec nous, on a Francis Lelon, vous êtes le général manager de Cobuzz. Alors, bonjour. Je ne veux pas vous caricaturer, Cobuzz, c'est une entreprise très moderne, 80 collaborateurs, mais faisiez partie de ces patrons, ces dirigeants, ces fondateurs d'entreprise qui avaient un peu le pied sur le frein, sur le télétravail qui existait, faut-il le rappeler, bien avant le Covid. D'abord, un mot à vous, je me tourne vers vous parce que vous avez changé d'avis.
Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 6 mois, 8 mois, des collaborateurs venaient vous voir, venaient voir votre RH en disant moi je préférais faire 2 jours chez moi, 3 jours au travail. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé ? Je crois que c'est d'abord l'expérience. Il fallait apprendre, se rendre compte que c'était possible, même dans les métiers de l'informatique où ça paraît évident pour tout le monde. On a aussi, nous, une société dans laquelle on a des collaborateurs de tous âges. On n'a pas que des jeunes, on a des gens aussi qui ont des enfants, des familles, travaillent à domicile. Quand il y a les enfants qui rentrent de l'école, c'est pas toujours facile non plus. Donc on avait un certain nombre de réticences. Pendant le Covid, on avait les enfants pendant le travail. Oui, exactement, et ça a été aussi un des soucis souvent. Et en fait, il y a eu une première phase avec les grandes grèves de l'automne dernier où on a été obligé déjà de mettre en place le télétravail. On s'est rendu compte que finalement, ça fonctionnait très bien. Et surtout, on a demandé aux collaborateurs comment ils le vivaient. Et le retour de ce sondage interne a été très positif pour nous, à part quelques cas très exceptionnels. Et pourquoi, excusez-moi, je donne la parole à mes autres invités, mais pourquoi ça vous ennuyait ? Parce que j'ai lu beaucoup d'articles dans des revues un peu spécialisées où certains... patrons, managers disaient « mais moi j'ai besoin de présentéisme, j'ai besoin que mon collaborateur il soit là jusqu'à 20h, et s'il est là jusqu'à 20h, je suis sûr qu'il a bien travaillé ». Vous étiez dans cet état d'esprit-là ou pas ? Non, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a un besoin, par exemple, dans ce qu'on constate aujourd'hui dans le télétravail, la créativité est quand même en partie bridée par le télétravail. On aura demain encore besoin de se voir également post-Covid dans des réunions. Donc je crois que c'est une question d'équilibre, et la difficulté, c'est que dans une entreprise, vous ne pouvez pas faire des cas particuliers. Donc soit on le passait pour tout le monde. On va y revenir. Et à ce moment-là, il y avait une vraie mise en place. Le cadre juridique aussi était assez contraignant à mettre en place, et on n'avait jamais sauté le pas. Et là, c'est vrai que s'il faut tirer une leçon positive de cette phase Covid, qui a été pour nous celle-ci, c'est vraiment l'enseignement que le télétravail, ça peut marcher, et qu'on a des collaborateurs qui peuvent travailler aussi bien de chez eux. On va y revenir, ça peut marcher, et pour un chef d'entreprise, ça peut produire, parce que ce qui est intéressant, c'est quand même de créer de la valeur et de la richesse, et ça marche. La DRH de Cadre Emploi, au-delà de l'étude passionnante qu'on a présentée d'ailleurs sur ce plateau, la DRH, là, en ce moment, elle est en train de réorganiser ses plans de gestion, ses plans de management. Elle réunit ses managers. Comment vous faites ? DRH convaincue depuis plusieurs années par le télétravail. Qui existait déjà chez Cadre Emploi. On a la chance, effectivement, d'avoir été soutenu. Notre CEO y a toujours cru. Nos partenaires sociaux étaient engagés aussi. Donc, on avait un accord télétravail depuis 2016 qui était très cadrant. Et tout ça pour, en fait, rassurer les managers. Parce que c'est la ligne managériale en fait qui a besoin d'être accompagnée dans la pratique et la mise en place du télétravail. Et un accord qu'on a pu renégocier d'année en année et qui depuis 2019 est très ouvert et qui montre que notre culture aussi avait pas mal bougé là-dessus et qui nous a permis d'aborder cette période de confinement assez sereinement. Même si, effectivement, les conditions n'étaient pas les conditions idéales et habituelles. Et quelque part, du télétravail classique. Exactement. Quelque part, faire le télétravail dans le contexte qu'on a vécu, si ça a fonctionné comme ça, c'est qu'effectivement, on doit pouvoir trouver un point d'équilibre et un point d'organisation qui permettra d'allier les deux. Et donc, aujourd'hui, la DRH Cadre Emploi, elle réfléchit justement à trouver cet équilibre qui est vraiment acquis pour tout le monde. Mais on ne met pas tous l'équilibre au même niveau. Et l'idée, c'est de réinventer le rapport à l'espace de travail. Bien sûr. Qu'est-ce que je gagne à être en télétravail ? Qu'est-ce que je gagne à être sur mon lieu de travail ? Et donc, c'est tous ces objectifs-là que nous sommes en train de travailler. Et qu'est-ce que l'esprit d'entreprise lorsqu'on est chez soi ? Parce qu'il y a quand même la notion de mission et d'entreprise, de team, d'équipe. Et c'est vrai que là, évidemment, il faut recréer tout ça. Et bien sûr, à une marque, à une entreprise, à un projet. Qu'est-ce que vous avez mesuré chez Witifit ? Parce que c'est un sujet, j'imagine, sur lequel vous vous penchez sérieusement. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ce qu'on nous dit, c'est déjà, je pense que pour prendre un petit peu de recul, ce qu'on voit, c'est que le télétravail s'est imposé pendant la période, et donc les entreprises, qu'elles y étaient favorables ou pas, l'ont vécu. Et finalement, ça a levé beaucoup de freins. Et je pense qu'un des freins principaux qu'il y avait... L'expérience. Oui, absolument, l'expérience. Ce que vous disiez. Une expérience forcée. Et un des freins principaux qu'il y avait, mais qui est une réalité, c'est que vous avez quand même 90% de la communication qui est non verbale. Donc il faut voir la personne, son ton, sa façon de bouger, sa gestuelle corporelle. Beaucoup se sont plaints, malgré le plaisir de pouvoir organiser sa journée, on va y revenir, mais se sont plaints finalement de ne pas avoir, de pouvoir convaincre avec le regard, de pouvoir taper sur la main, de pouvoir se dire quelque chose, d'échanger un café. Ça a manqué. Exactement. Et je pense que c'était une des craintes qui faisait qu'il y avait des entreprises qui ne voulaient pas de télétravail, parce que pour les processus de créativité et d'innovation, se voir, échanger, comprendre dans le regard de l'autre, sentir l'ambiance de la pièce, c'est extrêmement important. Et donc là, on
a vécu ça. Et ce qu'on constate aujourd'hui, à travers l'étude qu'on a faite, c'est qu'effectivement, il y a une grande majorité de personnes qui souhaitent poursuivre le télétravail au moins ponctuellement. Évidemment, c'est majoritaire chez les cadres et ça s'explique bien, puisque quand on est col bleu, c'est beaucoup plus compliqué de faire du télétravail. Bien sûr, c'est même impossible, oui, on peut le c'est dire. impossible. Fabriquer des objets devant une machine, suivre un processus de fabrication, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, chez les personnes qui le peuvent, en tout cas, il y a la volonté de pouvoir continuer, parce qu'il y a tout un tas d'effets positifs qui ont été vécus et qui étaient déjà une tendance avant la crise du coronavirus. Et en fait, je pense que la crise du coronavirus a été un accélérateur de transformation des modes de management et des modes de travail. Plus d'équipes de vie pro-perso, ainsi de suite. Chez Cobuzz, Francis Lelong, vos managers, parce qu'il y a quand même un travail d'accompagnement des managers, qui sont souvent dans le côté vertical, c'est-à-dire qu'on va contrôler une mission, un travail, voir si le travail a été fait. Il y a un travail de contrôle. Et j'ai le sentiment que tout ça est en train un peu de se déréguler. C'est-à-dire que le manager est plus un animateur qu'un chef, qu'un manager un petit peu rigide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr, et les conséquences sont énormes. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, après seulement 3 mois d'expérimentation, à quel point l'organisation va devoir changer pour s'adapter au télétravail. Et nous, effectivement, on avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Il y avait le débat depuis longtemps au sein de la société. Et là, maintenant, il va falloir mettre aussi, malgré tout, un cadre derrière tout ça. Et je crois que le pilotage par les objectifs plutôt que par le temps de travail, la nécessité de pouvoir aussi passer dans une culture de l'écrit beaucoup plus importante, parce que quand on se voit, on est dans les cultures de l'oral et on a beaucoup échangé avec d'autres entrepreneurs aussi qui sont dans des sociétés 200 personnes, 100% remote depuis des années. Et ce qu'ils nous disent, c'est que la culture de l'écrit est indispensable. Il faut écrire beaucoup plus. Et donc, c'est aussi des contraintes qu'il va falloir mettre en place. Donc, je crois que ces changements... Tout ce qui se passait à l'oral, parfois dans un couloir, doit être effectivement revalidé par écrit. Pour que les choses soient claires et que les choses soient dites, c'est ce que vous dites. Exactement, parce que sinon l'information, finalement, elle ne circule plus, et si l'information ne circule plus... C'est la fin, excusez-moi, je pose cette question un peu naïvement, parce que vous êtes des chefs d'entreprise, tous les trois. C'est la fin du travail ? Non, c'est... Ah ben non, mais je ne sais pas, c'est ça. C'est quelque chose de nouveau. En fait, ce qu'on voit, c'est que le manager va devoir faire appel à ses soft skills. C'est ça. Il va être beaucoup plus dans un rôle d'animation et de porter son équipe vers un objectif commun et faire preuve de vrai leadership. Pas d'autorité, c'est pas la même chose, mais d'un vrai leadership. Notre titre n'est pas totalement fou, la révolution. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est en train de faire basculer l'entreprise dans un nouveau modèle. C'est la relation au travail qui change. C'est vraiment tout ce qu'on peut, le sens qu'on peut y trouver, l'épanouissement qu'on peut avoir, et tout ça dans un collectif qui bouge et dans lequel chacun doit retrouver une place. Et donc ça, c'est vraiment le gros enjeu qu'on a sur les semaines, les mois à venir. Et ça, c'est des choses que vous avez, j'imagine, en B2B dans votre bureau. C'est des échanges que vous avez physiques avec des managers. Ils vous posent ces questions-là ? Comment je vais faire ? Comment je vais pouvoir gérer ? Comment je vais contrôler ? 10 jours après le confinement, on a formé tous nos managers. Parce que même si on avait l'habitude de travailler de cette façon-là, on a senti qu'il y avait une perte de repères, un référentiel nouveau à mettre en place, et justement les aider à trouver la bonne façon d'échanger, jusqu'où je peux aller dans l'échange avec mon collaborateur, à quel moment je suis dans la sphère personnelle, et comment je peux mettre en place de nouveaux rituels. Parce que c'est ça aussi. Exactement, je parlais des rituels, le café, la rencontre dans le couloir, ces espaces hors officiels et qui créent aussi quand même de la production, de l'échange. Il faut être plus que jamais dans le pragmatisme. Effectivement, vous n'avez plus la machine à café, entreprise aura des règles sans doute différentes, et ce qui s'applique à une entreprise très digitalisée comme la nôtre sera sans doute très différent dans une autre entreprise. Donc, il ne faut pas faire preuve d'angélisme. Il faut regarder la réalité de comment ça se passe, la relation dans l'entreprise aussi pour que ça se passe bien. Juste, je voulais commenter, je vous l'avais promis, c'est important, le sondage l'Ipsos, l'IFOP, fait par à la fois Witifit et Siassi. C'est intéressant, on va voir. Alors, il y a 43% des personnes interrogées qui disent être stressées et 37% disent globalement plutôt contentes d'y revenir. Donc, il y a quand même une forte petite tendance de salariés, et on va voir après que ça fait écho à ce qu'ils disent. Ils sont un peu inquiets quand même. Une vraie différence homme-femme. Et je pense que le stress qui a été rencontré est aussi beaucoup dû au fait que, hélas, dans nos sociétés, on est encore assez misogyne. Et ce sont les femmes qui se sont occupées des enfants. La charge de mentale la pendant le confinement. Exactement, la scolarité des enfants. S'occuper des enfants à la maison pendant plusieurs mois. J'ai 4 enfants, c'était pas facile. Et beaucoup de parents l'ont dit, c'est vrai que... Les femmes ont vraiment porté ça. Donc c'est pour ça qu'on voit cette différence qu'il y a eu entre le stress subi et l'optimisme, par contre, qu'il y a
sur le fait de revenir au travail. Et je pense que ça fait beaucoup écho au fait que l'homme est un animal social et on a besoin d'être les uns avec les autres, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe. C'est extrêmement important. Vous êtes d'accord, Alice Leray, parce que vous êtes DRH, vous êtes peut-être aussi mère de famille. Et beaucoup de femmes ont dit, mais attendez, moi je me suis échappée de la vie de femme au foyer pour avoir un emploi, pour pouvoir construire ma vie. Et puis là, avec le confinement, on a lu beaucoup d'articles de sociologues, d'ergonomes qui disent les femmes ont quand même plus souffert que les hommes. Oui. Ça demandait une organisation bien précise et dans laquelle tout l'environnement a dû se rentrer. C'est ça. Et dans ce sondage, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que vous avez fait un comparatif entre 2018 et aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Sur le bien-être, vous l'évoquiez, et c'est aussi ça, peut-être, la nouveauté. Et je vais entendre Cobuzz après. Regardez, c'est 56% en 2018 qui considéraient que le bien-être au travail était une donnée fondamentale, et 81% après le Covid, lors de votre étude d'opinion. Ça veut dire quand même que ces Français ont considéré qu'il fallait impérativement marier le bien-être et le travail. Oui, et que les deux permettaient d'être plus productifs, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'esprit des patrons auparavant. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis absolument d'accord avec ça. C'est une réalité. Alors, il faut aussi être humble par rapport à ce résultat. On est face à un événement sanitaire qui touche à la santé. Donc, il est normal que les Français se disent le bien-être, c'est extrêmement important, la santé. Oui, c'est sous l'angle de la santé. Extrêmement important. Mais peut-être que ça va plus loin. Mais c'est une tendance qui était déjà en cours, et je pense qu'il y a une volonté qui va plus loin que ça, qui est une volonté à avoir un bien meilleur équilibre de vie entre le professionnel et le personnel, avoir un meilleur cadre de travail. Et il y a quelque part quelque chose de profond qui est en train de s'accélérer, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part des collaborateurs de ne plus dissocier la performance avec se sentir bien au travail. Au contraire, c'est un cercle vertueux. Mieux on se sent au travail, plus on va être performant. Et il faut que le management et les collaborateurs travaillent ensemble en ce sens. Francis Lelong, en parlant avec une dirigeante d'un business unit d'une très grande entreprise de cosmétiques, qui sera peut-être d'ailleurs un jour sur ce plateau, elle me disait, moi, ce que j'ai aimé dans ce confinement, elle a des responsabilités, elle a travaillé, c'est que j'ai pu parfois aller me faire une balade à pied pendant 1 heure pour m'oxygéner, j'ai pu aller faire un tout petit peu de sport, ce qui me permettait, me disait-elle, d'être encore plus performante. C'est intéressant ça, c'est-à-dire que l'entreprise doit aussi réfléchir pour que la performance soit optimale, de pouvoir permettre d'avoir des salariés en pleine santé, épanouis et heureux. C'est ça l'objectif. Bien sûr, nous on a réellement constaté une amélioration de la productivité, une amélioration de l'efficacité de tous les collaborateurs qui étaient en télétravail. Et quand on leur demande d'ailleurs aujourd'hui combien de jours ils souhaiteraient faire de télétravail par semaine, aucun ne nous disent 5 jours. Ils sont sur 2 ou 3 jours. C'est qu'ils ont effectivement bien compris ce rapport au travail qui est important et cette nécessité de trouver cet équilibre. Et puis ils ont besoin d'aller dans l'entreprise. Voilà. Et il faut garder en tête aussi le stress du transport en commun en région Île-de-France. Je pense que ça, c'est l'élément, en tout cas, pour la région Île-de-France. L'étude, on a fait un baromètre interne, en fait, juste après 1 mois de confinement auprès des collaborateurs, quand on commençait à voir arriver la date du 11 mai. Et évidemment, ils étaient 55% à nous dire qu'ils étaient très inquiets sur le retour, majoritairement, évidemment, en lien avec les transports. Et en fait, sur mes 200 collaborateurs, aujourd'hui, j'en ai 3 qui n'ont pas pu revenir pour des raisons d'organisation personnelle qu'on peut entendre. Donc c'est rien en fait. Ils sont tous arrivés à dépasser ça, à être rassurés. Enfin, vous reconnaissez que dans l'étude que vous avez publiée, 73% disent « nous, on veut partir au vert ». Oui. On découvre quand même que les villes où ils veulent aller, la plupart, c'est des villes où il y a un TGV, où il y a des lignes de train et qui les transportent en 2 heures de Paris. Donc il y a ce désir quand même d'être pas loin de Paris pour y aller vite, tout en ayant un cadre de vie, c'est-à-dire globalement un jardin, un peu de pelouse, pour pouvoir un petit peu s'époumoner. C'est ça l'idée quand même. Ouais. C'est-à-dire que la vie en Île-de-France, pour les cadres, est devenue difficile. Elle n'est pas idéale, en tout cas, elle répond moins... Donc le télétravail est une solution. C'est une solution. Ah mais c'est une solution, évidemment. Et c'est un gain de temps. Un gain de temps énorme, aussi bien personnel que professionnel. Mais juste le patron que vous êtes tous les 3 évidemment à la tête de vos sociétés, mais vous étiez hésitant et vous dites, bon, moi j'y crois, j'y vais. Vous repensez aussi, je dirais, à vos effectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que globalement ça tue des échelons? Est-ce qu'auparavant, avec des managers très présents, avec des bureaux, là on est en direct, on est dans une gestion plus, je dirais, plus autonomisée. Est-ce que vous dites, il y a peut-être des échelons ou une réorganisation à mener au sein du groupe? Nous, on était déjà passé en mode agile depuis 1 an et je crois que ça a aidé beaucoup. C'est les grèves, vous l'évoquez. Oui, exactement. Et ça nous a beaucoup aidé à faire cette transition. Je crois qu'on a tous vécu le cas du cadre dans une entreprise qui fait de la présence toute la journée et qui ne délivre rien. C'est aussi une réalité. Donc je crois que d'abord, il faut faire confiance à ces équipes, c'est la première des choses. Et effectivement, repenser le mode de management au regard du télétravail. Mais c'est quelque chose qui va se faire de manière assez naturelle et sur laquelle
laquelle on n'a vraiment pas de stress aujourd'hui, et que ce soit du côté d'ailleurs des collaborateurs ou des managers. Un Et point parce de qu'on a droit, des petites équipes. Juste un petit point de droit, ça vous concerne tous. Là, je parle de la DRH, cadre d'emploi, et vous à la tête de l'entreprise, et vous aussi. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Parce qu'il y a déjà eu des textes qui cadraient le télétravail. Qu'est-ce que vous attendez d'eux concrètement? Simplification. Oui, que ce soit Parce ça. que c'est un maquis quand même. Oui, c'est un maquis, c'est insupportable. Il faut qu'un salarié puisse indifféremment aller au travail, au bureau ou rester chez lui en télétravail, et qu'on ne soit pas obligé de notifier quel jour il est à quel endroit. C'est trop compliqué. C'est un travail de dingue pour les DRH. On peut déjà prévoir qu'il y aura une explosion des procédures, ça c'est sûr, liées au télétravail, c'est évident. C'est-à-dire concrètement, vous disiez que vous aviez fait un accord en 2016, vous l'évoquiez, on cadre un accord dans l'entreprise, vous vous mettez d'accord sur le nombre de jours en télétravail, le nombre d'heures. Excusez-moi, je vais être un peu concret, on met des mouchards sur les ordinateurs, on vérifie que le salarié est vraiment... Non mais c'est concret ça. Non, ce qui est très difficile, effectivement, c'est qu'on ne peut pas aller faire à la carte. On est obligé de mettre un certain nombre de règles. Et par exemple, vous pouvez avoir un certain nombre de difficultés si vous dites que tous les salariés sont là le lundi et le mardi et que vous devez réorganiser les bureaux avec des bureaux partagés. Ça va être très compliqué. Donc ça, c'est difficile. Donc il va falloir mettre des règles. Et aujourd'hui, ces règles vont être un équilibre entre ce que souhaitent les collaborateurs et les managers et les règles légales qui sont encore très contraignantes sur le télétravail. Vos règles, vous, celles qui avaient été signées en 2016 Alors en 2016, c'était un jour par semaine. On avait interdit le lundi pour faciliter les réunions. On avait exigé un minimum d'ancienneté. Et aujourd'hui, on n'a plus toutes ces règles-là. En fait, on est arrivé vraiment à s'approprier le dispositif. On travaille plutôt par métier parce qu'on pense qu'effectivement, il y a déjà des métiers, des commerciaux par exemple, sont déjà très autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Et donc, on parle même presque pas de télétravail finalement. Ils ont déjà cette habitude-là d'être exactement. Et d'autres métiers travaillent en team comme ça et se retrouvent déjà autour des projets. Donc, eux, ils décident de quelques journées en commun dans l'entreprise. Et puis après... Mais les horaires de travail, on est censé normalement pouvoir les contrôler. Et la personne doit dire quand elle c'est le démarre droit le du matin, travail, donc il faut qu'il s'adapte. Oui. Et ça, c'est très compliqué à faire. Parce que, excusez-moi d'être concret, ce sera des détails de droit. On fera cette émission avec des juristes, mais accident du travail à 17h30, alors que cette personne se baladait pour faire une pause avant de rattaquer à 18h, qui est responsable? Je pense que le problème est le même. Vous êtes au bureau jusqu'à 17h30 et vous sortez faire une petite course à 15h45 pour aller acheter un petit sandwich ou quelque chose, qui est responsable. Bon, je veux dire, ça devient un accident de transport éventuellement, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut aller vers plus de simplification. Moi, contrairement à mes camarades, étant dans une entreprise plus petite, nous, on a pris le parti d'être complètement confiants vis-à-vis de nos salariés. Ils font du télétravail quand ils veulent. On ne surveille rien. Tout ce qu'on regarde, c'est si à la fin, le travail a été fait. C'est ça. On va travailler sur les objectifs, le résultat fourni. C'est ça, le résultat final. Et après, donc ça modifie quand même. La révolution vient des managers. C'est eux qui vont devoir se réadapter automatiquement. On termine quand même par ce chiffre, parce que je ne voulais pas qu'on se quitte. Il y a quand même une morosité. Les plans sociaux, on nous annonce le chômage. On a vu tout à l'heure 900 000 emplois détruits. Évidemment, tout ça est angoissant. Mais dans votre sondage, 72% des personnes interrogées se considèrent optimistes. On va le voir. Comment ils l'expliquent? Qu'est-ce qu'ils disent? Je pense que la situation était tellement bonne avant le Covid je pense que la plupart des répondants se sont dit, il y a eu une période qui est une période transitoire et l'économie va repartir ensuite. Il n'y avait pas de fondamentaux mauvais dans l'économie avant le Covid, et dans la plupart des entreprises, il y avait plutôt des résultats qui étaient des résultats records sur l'année 2019. Et du coup, il y avait un optimisme. Alors, il faut voir aussi que le sondage a été fait au moment où il y a eu les annonces de déconfinement. Tout à fait. Donc ça a redonné un souffle. Voilà, ça a peut-être aussi beaucoup joué sur... c'est la libération. Donc on est heureux. Chez Cobuzz, le streaming, parce que je n'ai pas cité l'autre cœur de métier, mais c'est le streaming, c'est le fait de pouvoir voir en différé des images, des vidéos. Optimiste chez vous? Ah oui, nous, cette période a été, pour nous, radieuse, parce qu'effectivement, les gens se sont retrouvés chez eux à écouter beaucoup de musique, donc ça a été super. Mais il y a un autre élément aussi dont on n'a pas parlé, qui est très important sur le télétravail, et nous, c'est un sujet important chez nous dans le domaine du streaming, puisque c'est aussi des industries qui peuvent être polluantes, c'est l'impact sur l'environnement du télétravail. Si on met demain 20% des salariés en télétravail, l'impact sur le CO2, sur les transports, sur la circulation... Gigantesque. C'est gigantesque. Donc si on veut obtenir ces objectifs, mettez 20% des gens en télétravail et on sera dans nos objectifs de CO2. C'est vrai, en plus on a plutôt été bon élève cette année, encore une fois, en termes d'émissions. Optimiste chez les cadres, et vous qui avez vraiment le thermomètre chez les recruteurs, ça repart, on a une relance? Il y a un rebond. Un rebond.
Ouais. Donc après, on vit avec des échéances à court terme, comme on le vit depuis quelques mois, avec des informations qui tombent et auxquelles on se réadapte. Donc les semaines à venir sont cruciales. Et je pense qu'on a l'engagement là. Double activité chez Cadre Emploi, votre réorganisation et le travail du télétravail, et puis évidemment l'action vous menez en direction des cadres, avec une étude d'ailleurs, un baromètre très intéressant sur la couronne parisienne. On en avait parlé sur ce plateau, sur les villes plébiscitées, et pas seulement en Goulengue, mais en couronne parisienne. C'était effectivement passionnant. Merci à vous, Francis Lelon, Société Cobuzz. Le streaming, oui, évidemment, vous étiez un secteur où les gens sur leur canapé ou sur leur petit balcon écoutaient de la musique. Merci d'être venu. Donc vous êtes convaincu que le télétravail, c'est l'avenir. Merci à Samuel Devavrin, Witifit. Merci d'être venu avec votre sondage sous le bras. Puis merci à Lise Ferré, DRH de Cadre Emploi. Vous reviendrez nous voir, évidemment, parce qu'on parlera beaucoup de l'emploi des cadres. Voilà, c'est la fin de Cercle RH. On se retrouve demain, évidemment, pour un nouveau débat. On s'intéressera aux plateformes numériques et au numérique qui vient percuter, évidemment, les services RH. Il y a un peu de retard et on essaiera, évidemment, d'en parler avec les acteurs. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi. Justement, on parle d'emploi et de recrutement. Place à notre rubrique fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth. Tiens, on se retrouve. Hier, vous donniez 5 bons conseils aux demandeurs d'emploi. Vous êtes le fondateur d'Odyssée RH. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé d'Internet, de télétravail, de la génération Y. On va encore parler d'Internet parce que c'est fini le CV à papa où on écrit petite photo à gauche, nom, prénom, adresse, c'est fini. Parce que, évidemment, les réseaux sociaux ont tout percuté, tout transformé. Effectivement, le CV est mort, vive les réseaux sociaux. Je veux rappeler d'une phrase que le CV est né en 1482. C'est Léonard de Vinci qui a écrit le premier CV. Il voulait dire au duc de Milan tout ce qu'il savait faire en termes de peinture, d'ingénierie. Donc le CV, ça a toujours été l'outil sur lequel on écrit ce qu'on a fait dans le passé pour essayer d'expliquer ce qu'on saurait faire. Comme j'ai été maçon, on écrit sur le CV « j'ai été maçon telle année à telle année », on part de l'idée que comme je l'ai été, je suis un bon maçon. Donc c'est vraiment l'outil du savoir-faire. Or on voit bien que c'était déjà une tendance lourde et ça s'accélère. On n'est plus dans l'ère aujourd'hui du recrutement sur la base d'un savoir-faire, d'une expérience, d'une expertise, mais d'un savoir-être. En fait, la question désormais, c'est qui je suis. Les soft skills. Exactement. Ouais. On va dire qui je suis ou le savoir-être. Et donc, évidemment, il faut changer d'outils, de paradigme. Et en la matière, les réseaux sociaux, et disons le LinkedIn, qui est le réseau social professionnel par excellence, c'est l'outil pour le candidat, c'est l'Eldorado. Pourquoi ? Parce que sur un réseau comme LinkedIn, alors d'abord, disons un chiffre sur LinkedIn, c'est quand même 10 millions d'utilisateurs de LinkedIn en France, c'est-à-dire un actif sur 3. Pour faire très court, vos futurs employeurs sont sur LinkedIn, parce que quand on dit qu'il y a un actif sur 3, tous les recruteurs, tous les patrons d'entreprise sont dessus. Et donc, effectivement, je vais vous donner 3 conseils aux demandeurs d'emploi très efficaces pour marquer sur LinkedIn. Premier conseil que je veux vous donner, c'est montrer qui vous êtes. Sur LinkedIn, 90% des gens consultent, 9% des gens commentent des posts et seulement 1% des gens postent du contenu. C'est important parce que quand on est demandeur d'emploi, ce qu'on veut, c'est sortir du lot. Pour sortir du lot, il faut poster, il faut accepter de se mettre en avant, de s'exposer, de faire savoir ce qu'on sait faire, mais aussi de faire savoir qui on est. Donc mon premier conseil, pour sortir du lot, vous qui voulez que les recruteurs vous remarquent, poster du contenu sur LinkedIn. Fabriquer des choses. Et puis ce qui est intéressant, ça permet aussi de faire le portrait robot de l'entreprise ou du dirigeant que l'on veut toucher. Parce qu'avant, c'était compliqué. On n'a pas le mail, on n'a pas le téléphone, c'est très complexe. Là, aujourd'hui, c'est plus simple. Alors effectivement, on va pouvoir toucher directement le recruteur. Et alors, on va basculer sur mon deuxième conseil. Quand vous avez un interlocuteur qui vous intéresse, un RH qui vous intéresse, obligez-le à vous contacter. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Vous allez évidemment entamer un contact avec lui et avoir un échange avec lui. Mais en parallèle, si vous êtes par exemple logisticien, contactez le directeur logistique de l'entreprise. Si vous êtes comptable, le directeur comptable, et dites-lui, j'ai postulé au poste de Marie-Laetitia, qui est la RH et qui s'occupe du poste. Ce poste m'intéresse. Auriez-vous un conseil à me donner ? On va comme ça entourer un peu notre recruteur cible. Encapsuler l'entreprise. Et à la cantine, il va voir le directeur comptable. Il va dire, au fait, j'ai reçu un mail de Thierry, un message sur LinkedIn. Il a l'air très sympa, ce mec-là. J'ai vu sa fiche, il est sympa. C'est comme ça que ça se passe d'ailleurs. Voilà, en réunion, dans l'ascenseur, elle va se faire entourer d'un écosystème dans sa boîte qui va lui dire, faut appeler Thierry, faut appeler Thierry, faut appeler Thierry. Du coup, vous allez sortir du lot. Elle va vous appeler en priorité sur la liste des candidatures. Donc, deuxième conseil, obligez entre guillemets votre recruteur en l'entourant chez les opérationnels de gens qui vont vous recommander. Et je vais du coup vous donner un troisième conseil. Et le dernier d'ailleurs. Et le dernier, j'en ai terminé. Il va falloir transformer un outil de sélection en outil de séduction. Je m'explique. Dans les processus de recrutement... L'image, quand même, ça joue aussi beaucoup. Alors effectivement, l'image qu'on va pouvoir envoyer. Et justement, pour construire cette image, il y a un outil dans le processus de sélection qu'on appelle le contrôle de référence, que tous les recruteurs pratiquent, qui consiste à appeler tes anciens patrons pour savoir ce qu'ils pensent de toi. On va transformer, grâce à LinkedIn, ce moyen de sélection dans les mains du recruteur en outil de sélection
dans les mains du demandeur d'emploi. Comment? Je vais demander sur LinkedIn à tout mon écosystème, mes anciens collaborateurs, mes anciens clients, mes fournisseurs, de mes copains, donner leurs références. de donner des recommandations. Bien sûr. Et du coup, les recruteurs, voyant qu'il y a 10, 15, 20 références, Ça vont évite se d'appeler. dispenser du contrôle de référence. Je vais avoir des références positives. Et dernier intérêt de cette démarche-là, et j'en Tout finis par dernier, là, il reste 10 secondes. c'est que ça va faire savoir à tout ton écosystème que tu cherches un emploi. Or, souvent, c'est difficile pour un demandeur d'emploi de dire à son écosystème je cherche, ça va le permettre de le faire. Il est bavard, passionné, Thierry Bismuth. Merci d'être venu nous éclairer dans Fenêtre pour l'emploi. Vous allez revenir régulièrement parce que vous avez des petits conseils pratiques. Merci de nous avoir suivis. Merci Thierry. Odyssée RH, vous reviendrez bien entendu. C'est la fin de Bismart et Smart Job. Bien entendu, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Restez fidèles d'ici là à nos programmes. Merci à Emma Benassi et à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission.